pense à Tuolan. Au sud de la Chine, dans le pays des Thaïs, à l'orée d'un village, il y a un petit chemin qui monte dans les herbes hautes et qui arrive à une petite cabane de bambou. C'est là qu'habite Tuolan. Tuolan, c'est un vieil homme. Il est maigre, il a le visage ridé, les cheveux longs, blancs et lisses tombent sur ses épaules. Son regard est à la fois vif et doux. Et ses mains, il a des mains magnifiques, de longues mains, avec des doigts fins tachés d'encre. Ce n'est pas un sculpteur comme Jean, c'est un peintre. Et c'est un peintre qui est possédé par la peinture. Il peint sur tout ce qui lui tombe sous la main, que ce soit du bois, du papier ou de la soie. Et il peint le jour, il peint la nuit, il en a même oublié le chant des oiseaux, le bruit du vent et de la pluie, la chaleur du soleil. Il sort peu, uniquement les jours de marché. Après avoir fait quelques emplettes pour sa nourriture, il va toujours s'asseoir au même endroit, sur un banc, à l'ombre d'un grand sapin. Et il peut rester là des heures immobile. Il regarde les gens passer, il plisse les yeux, il grave dans sa mémoire les traits de leur visage. Et quand il rentre chez lui, aussitôt il sort ses pinceaux, il sort ses encres, et il se met à peindre. Il ne peint que des visages. Un soir, l'obscurité a envahi sa petite cabane de bambou. Dehors, l'orage gronde, les éclairs déchirent le ciel noir, la bourrasque hurle, Tuolan peint à la lueur d'une bougie. On frappe à la porte. Un coup, 2 coups, 3 coups. Tuolan, sans même lever la tête, demande « Mais qui est là ?» Derrière la porte, une voix lugubre lui répond « C'est la mort. Je viens te chercher. » Tuolan soupire, il se lève, il va ouvrir la porte, une bourrasque de feuilles envahit la pièce. Il dit à la mort « Entre, va t'asseoir ». Il lui montre un tabouret dans un coin de la pièce et il retourne peindre et lui dit « Je dois peindre le visage d'une enfant que j'ai vue hier au marché ». Et il se remet à son ouvrage. La mort est interloquée. Elle s'approche dans son dos et par-dessus son épaule, elle voit apparaître sous le pinceau du peintre un visage. Le visage d'une petite fille radieuse qui semble lui sourire. La mort regarde, elle est bouleversée. Toutes les grimaces du monde, elle les connaît, mais un sourire, le sourire d'un être humain, jamais elle n'en a vu. Alors, elle n'a pas le cœur d'abattre sa main osseuse sur la nuque de Tuolan, elle recule à pas discret et elle repart dans la tempête jusqu'au ciel. Quand le roi des cieux la voit arriver seul, il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La mort lui dit « Votre Majesté, quand je suis arrivée chez Tuolan, il était en train de peindre le visage d'une enfant, un sourire. Je n'ai pas pu le déranger. » « Oh, diable, dit Dieu, un simple mortel, capable d'émouvoir la mort. Oh, mais je veux voir cet être-là devant moi avant le lever du jour. » La mort est repartie dans la tempête. Elle a remonté le chemin dans les hautes herbes jusqu'à la cabane de bambou. Elle n'a pas frappé. Quand elle est entrée, Tuolan l'attendait au milieu de la pièce. Sous ses bras, il avait mis des feuilles, il avait mis ses encres, ses pinceaux. Il attendait la mort. La mort l'a enveloppé dans son ample manteau et elle l'a emmené à travers le ciel. Quand Tuolan est entré dans le palais céleste, il a été impressionné par la magnificence des lieux. Il a salué
Dieu, le maître, le roi du ciel. Il a salué le roi du ciel et le roi du ciel l'a regardé, il lui a dit « Alors c'est toi un simple mortel, chétif, avec des vêtements 100 fois rapiécés, encombré de tout ton matériel de peinture, qui a ému la mort ?» Et c'est là que l'histoire ne revient plus. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Et... Ben non. Ça alors. Comment? Pourquoi Ah oui, en fait, ben voilà. Pourquoi est-ce que tu ne peins, effectivement, il est pas. Pourquoi est-ce que tu ne peins que des visages? Mais parce que les visages, Votre Majesté, c'est le reflet de la vie avec ses parts d'ombre, de lumière. Ce sont les plus beaux paysages du monde. Le roi des cieux s'est levé, il lui a dit « Viens ». Ils sont allés dans un grand jardin. Et là, au milieu des fleurs, sous les arbres, d'une petite grotte moussue, sortait une fontaine d'eau pure. C'était l'esprit de vie. « Voilà ta demeure pour l'éternité », lui a dit le roi des cieux. « Tu vivras près de l'esprit de vie, et tous les jours tu peindras des visages. Et quand un enfant naîtra sur la terre, tu en choisiras un, et tu lui donneras. » Aussitôt, Tuolan s'est installé. Il a posé sur le sol ses pinceaux, ses bouteilles d'encre, sa pierre à délayer l'encre, sa petite bouteille avec l'eau pour rincer ses pinceaux, et il s'est mis à peindre. Tel sera le travail de Tuolan jusqu'à la fin des temps. Et si votre visage ne vous revient pas, vous savez à qui vous adressez. Papillon. Oui, ça me fait penser à une histoire que j'ai entendue. C'est l'histoire d'un jardinier. Cet homme, il est assez jeune, il est dans la trentaine à peu près. C'est un homme qui est né en ville, qui a grandi en ville, qui a fait ses études en ville, qui a décroché un travail prestigieux en ville et qui s'est engagé comme ça dans une vie de citadin. Il ne côtoyait qu'océan de béton. Et un jour, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, du tout en lui. Et il s'est dit que peut-être c'était lié à ce qu'il y avait à l'extérieur de lui. Tout ce gris, tout ce froid, tous ces visages stressés, il n'en pouvait plus. Alors, il a eu une envie de verdure, une envie de campagne, une envie d'avoir un jardin. Voilà, c'était devenu son obsession, son rêve. Il voulait trouver un petit endroit de planète Terre dont il serait le gardien. Un petit endroit, un jardin vert et foisonnant dont il prendrait soin au quotidien. Et il avait le sentiment que ça l'aiderait beaucoup à être paisible, joyeux, heureux. Alors il s'est mis en recherche et il a fini par trouver ce petit endroit rien qu'à lui, plein de verdure, avec une petite maison, mais surtout un grand jardin dans lequel il a tout de suite entrepris de planter des arbres, de planter des petits fruitiers, de faire un potager, etc., etc. Et petit à petit, il a appris comment on prenait soin de plants de tomates, d'un cerisier, etc. Il a appris comment agrader la terre. Il était tous les jours émerveillé. Son plan a marché. Il était joyeux, heureux, il se délectait d'une prune dans laquelle il croquait directement cueillie à l'arbre. Il était tous les jours enchanté de mettre les mains dans la terre, de ratisser, de tailler les quelques arbres fruitiers qu'il avait, etc. Tout l'émerveillait. Et un jour, dans son jardin, il a vu quelque chose. C'était grand comme ça, à peu près,
s'était caché sous une branche, dans une espèce de petit buisson, un cocon de papillon. Je vous laisse imaginer l'émerveillement que notre jeune jardinier a ressenti à la vue de ce cocon de papillon qu'il allait pouvoir observer, se développer, croître et, il l'espérait tellement, voir un papillon naître. Donc tous les jours, quand il s'affairait à prendre soin de son espace vert, il passait devant ce cocon de papillon et il vérifiait où ça en était. Rien ne se passait, rien ne se passait. Et un jour, bien sûr, le cocon a commencé à bouger. Il a pris le temps d'observer et il voyait que ça forçait, que ça poussait à l'intérieur, quelque chose cherchait à sortir. Il est repassé plusieurs fois devant le cocon dans la journée, s'est arrêté quelques minutes pour vérifier où en était le travail. Et à un moment donné, il a vu une ouverture, une brèche était en train de se former. Et il a encore mieux distingué à l'intérieur la petite créature qui essayait, tant bien que mal, de sortir de ce cocon, de cette petite prison dans laquelle elle était enfermée. Donc il est resté là, à observer, et il trouvait que quand même, ça avait l'air extrêmement difficile, cette petite bête. Et à ce moment-là, il a pris une décision. Il a décidé d'aider le papillon à naître. Donc, il a été dans sa salle de bain, il a attrapé une petite pince à épiler, il est retourné dehors et très délicatement, il a attrapé le bord du cocon, il a tiré un tout petit peu pour agrandir l'ouverture et c'est tout. Et après, il a attendu. Il a attendu, il a vu le papillon forcer un peu, sortir de ce cocon, toute humide d'avoir été enfermé dans ce petit cocon et la transformation, les fluides, tout ça, il était tout mouillé, avec ses ailes repliées, elles aussi toutes fripées et humides. Et il a observé plusieurs minutes le papillon séché et ses ailes restaient un petit peu froissées. Et c'est là que la fin du jour l'accueillit. Il fallait rentrer. Il était bien embêté, il aurait bien continué à regarder ça, mais il s'est dit que de toute manière, la nuit, le papillon ne s'envolerait pas. Et donc, il est parti se coucher. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, tout plein de joie, à l'idée d'aller voir si le papillon était... Oh là là, il a espéré que le papillon ne se soit pas envolé sans lui. Et quand il est arrivé à l'endroit où le cocon était accroché dans le buisson, il a été extrêmement attristé de constater que le papillon qu'il voulait trouver sur la branche était tombé au sol. Et il était mort, avec ses ailes toujours fripées, sèches mais fripées. En fait, c'est la difficulté de l'expérience qui fait la force des ailes. Et en aidant ce papillon à naître, le jardinier l'a privé de la force nécessaire pour lui pour s'envoler. Magnifique corne d'abondance. Mais connaissez-vous la légende de la corne d'abondance? Savez-vous ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé cet objet légendaire? Laissez-moi vous le raconter. Il faut remonter à l'aube des temps. À l'aube des temps, dans la Grèce antique, ceux qui dominent, ce sont les titans. Parmi les titans se trouve Cronos, le roi des titans, et sa femme Rhéa. Mais Cronos est un roi tyrannique, un être monstrueux, qui à chaque fois que sa femme donne naissance, dévore l'enfant à peine né. Pourquoi cette cruauté? Car quand Cronos a tué lui-même son père lui a dit « Tu seras détrôné toi-même par un de tes enfants ». Et Cronos vit dans cette peur depuis des temps immémoriaux. Sauf que Rhéa, sa femme, en a eu assez de voir ses enfants se faire dévorer ainsi à chaque fois. Poséidon, Hadès, Héra, tous y sont passés. Le dernier-né, tout petit, tout chétif,
La déesse Rhea, la Titanide, la regardait. Elle ne voulait pas voir son enfant, ce nouvel enfant, se faire dévorer. Alors, à la place, elle a pris une pierre. Elle a enroulé cette pierre dans les langes de l'enfant. Et son bébé, le petit Zeus, elle l'a donné à une nymphe. Cronos est arrivé, a vu les langes, n'a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Il a pris et a avalé goulûment la pierre. Zeus a été sauvé. Zeus, dans les bras de la nymphe, était nourri par Amalthée. Amalthée est la chèvre. Mais Zeus, malgré sa petite taille, c'est un enfant turbulent. Et rempli de la force du lait d'Amalthée, un jour, pris d'une colère, comme font souvent les enfants, il a donné un grand coup. Et en donnant ce coup, une des cornes de la chèvre Amalthée s'est brisée. Cette corne, bien plus tard, Zeus a regretté de l'avoir brisée. Et pour s'excuser, il l'a dotée d'immenses pouvoirs, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pour ce qui s'est passé ensuite, il faut aller jusqu'à la titanomachie, il faut parler des divinités, il faut parler de toute la mythologie grecque, mais cela, c'est une autre histoire. Firmin, un homme qui vivait dans un village comme on en connaît tant. Un village où on connaît bien Firmin. Parce que Firmin, c'est celui qui a toujours une très bonne histoire à raconter. Mais cette histoire, en général, ce n'est pas lui qui l'a vécue. Mais il aime bien prendre le premier rôle. Et puis, quand il l'a entendu de quelqu'un, et bien finalement, quand la personne la réentend quelque temps plus tard, eh bien elle a été transformée, amplifiée, modifiée. Vous connaissez tous et toutes un Firmin, j'en suis sûre. Et donc Firmin, il aime bien exister de cette façon-là. Et un jour, il part en promenade à la recherche d'une nouvelle histoire. Il suit le petit chemin qui longe la rivière. Cette rivière, dans un méandre qu'elle a créé, a généré une petite plage. Et quand Firmin approche de cette plage, eh bien, il voit une forme ronde, blanche. Il décide de s'approcher car il sent que ce n'est pas quelque chose de tout à fait habituel. Il descend sur la petite plage et là, il voit effectivement un crâne. Et comme font certaines personnes, j'en fais partie, quand on voit un objet ou une chose, un petit animal, voilà, une petite chose qui ne fait pas partie du décor habituellement, eh bien Firmin lui dit « Mais qu'est-ce qui t'a amené là ?» Et quelle n'est pas la stupeur, la surprise, la peur de Firmin quand le crâne lui répond « La parole ». Firmin n'attend pas autre chose. Il est tellement stupéfait, surpris, apeuré, qu'il détale très vite vers le village et commence à raconter à tous les gens qu'il croise qu'il a vu un crâne qui parle. Lui, Firmin, il a vu un crâne qui parle. Il a vu un crâne qui parle. Vraiment, vraiment, un crâne qui a eu une réponse, qui a parlé. Ça commence à faire du bruit dans le village. Il y a un peu de l'agitation. Et cette agitation-là, Firmin continue à l'alimenter en disant à tout le monde qu'il a vu un crâne qui parle. Les gens ont l'habitude, mais là quand même ils trouvent qu'il y a quelque chose de différent. Et le bailli c'est la personne qui rend la justice dans le village. Le bailli vient voir Firmin et il dit Firmin, on a un problème là, ta nouvelle histoire, elle dérange dans le village. C'est pas possible, il faut que tu arrêtes de faire ça. Et là, Firmin, il dit, mais je vous assure, mais c'est vrai, j'ai vu un crâne qui parle. Alors, la conversation continue, très très riche en termes de réponses, de oui, de non, de oui, de non. Et à un moment donné, le bailli en a marre et il lui dit, Firmin, est-ce que tu jouerais ta tête sur cette histoire ?
Et Firmin affirme que oui, il est sûr de lui. Ce crâne, il l'a vu et il a parlé. Le bailli, lui dit bien que si jamais il a menti, si le crâne ne parle pas, ce sera sa dernière histoire et il perdra sa tête. Alors Firmin, il y va. Il emmène tous les gens qui veulent le voir, ils reprennent le petit chemin le long de la rivière, ils arrivent sur la petite plage, et là, il y a bien un crâne. Déjà, les gens sont presque rassurés, parce que bon, Firmin, à part dire des bêtises, il n'est pas méchant. Il descend sur la plage, parce qu'il n'y a pas assez de place pour y mettre tout le monde, et il demande au crâne de parler. Et le crâne ne dit rien. Alors Firmin, il ne se sent pas très à l'aise. Mais parle! Aucune réponse. Mais dis-moi ce que tu m'as dit tout à l'heure, la parole, tu parles! Rien. Le silence complet. Firmin regarde le bailli. Le bailli regarde Firmin. Firmin regarde le bourreau. Le bourreau regarde sa hache. Firmin se met à quatre pattes auprès du crâne et commence à lui crier dessus, à lui dire mais parle, parle, je vais jouer ma tête dessus, parle. Sur un geste du bailli, Firmin accroupi, laissant sa nuque dégarnie, la hache s'abat. Firmin perd la tête, qui roule dans la rivière, et la rivière de son courant vif emporte le crâne, qui tourne et roule dans le courant, et les galets et le courant font arriver sur une autre plage un peu plus loin un nouveau crâne, qui, à la première personne qui lui demandera « Mais qu'est-ce qui t'a amené ici ?» répondra « La parole ». Ils arrivent à la soirée dans le noir, dans la forêt. Et ils ont marché tellement longtemps qu'ils se disent que c'est le bon moment pour s'arrêter, poser leur campement et aller faire un feu. La forêt est sombre, elle est humide. Alors c'est ce qu'ils font, ils vont chercher des brindilles, des branches de bois, des feuilles sèches. Ils essayent d'en trouver en tout cas. Et puis ils installent une petite tente. Ils s'installent sur un morceau de bois qui est assez pratique pour faire un banc. Et tous les trois se mettent à faire leur feu. D'abord les feuilles mortes, ensuite les brindilles, ensuite les morceaux de bois un petit peu plus gros. Et ils installent leur feu, ils l'allument. Ça commence à réchauffer les corps, les âmes, et ils vont pouvoir s'installer pour manger. Ces trois jeunes gens, ils se connaissent depuis toujours. Ils ont grandi dans le même village. Et puis, ils ont joué ensemble. Et puis, ils sont partis faire leurs études. Le premier, il voulait être sculpteur. D'un simple morceau de bois, il vous faisait une flûte enchantée ou une statue merveilleuse. Le deuxième, il a fait des études pour être couturier. Il avait juste à regarder une femme, un homme, pour savoir exactement quel tissu, quelle étoffe, quelle coupe pouvait lui aller. Avec du fil et d'aiguille, il faisait des merveilles. Le troisième, lui, depuis tout petit, on ne l'arrêtait jamais au niveau de la parole. Il est devenu poète. Il créait des poèmes toute la journée. Et ils avaient décidé de voyager. Ils étaient déjà partis depuis longtemps quand ils sont arrivés dans cette forêt sombre et humide. Le premier, le sculpteur, a dit à ses deux amis « Allez vous reposer, mes amis. Je vais prendre le premier tour de garde. » Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis sur son rondin de bois. Il s'est réchauffé au niveau du feu. Et quand son regard, quand sa vue s'est un petit peu habituée à la pénombre, il a vu derrière le feu quelque chose. Il a contourné le feu. C'était tout simplement une souche d'arbre, à hauteur humaine à peu près. Le temps était long,
il a pris ses outils et il a fait ce qu'il savait faire. Il a sculpté, 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 jusqu'à ce qu'il recule et qu'il soit assez satisfait de son travail. Il avait sculpté le corps d'une femme, une merveilleuse femme, nue, avec des cheveux très longs. Il a été content. Il est allé réveiller son ami, il a pris sa place et il s'est endormi. Le deuxième, le couturier, s'est installé à côté du feu pour se réchauffer. Et puis, derrière le feu, quand son regard s'est habitué à la pénombre, il a cru voir une femme, il a fait « Hey !» Elle n'a pas répondu. Alors il a contourné le foyer, il a posé sa main et il a compris tout de suite. Alors il s'est dit, le temps est long effectivement, et il a fait ce qu'il savait faire. Il est allé ramasser des feuilles, des plantes, des fleurs, il a pris son aiguille, son fil, et il a cousu pendant des heures. Il lui a fabriqué une robe absolument merveilleuse, faite de nature et d'amour. Et puis, il est allé réveiller son troisième compagnon. Il a pris sa place et il s'est endormi. Le troisième, le poète, il n'était pas bien réveillé. Il s'est assis près du feu. Et puis, quand son regard s'est habitué, quand il était un peu plus réveillé, il a vu une femme merveilleuse derrière le feu. Il a perdu tous ses mots. Lui qu'on entendait toujours parler. Alors il s'est levé, il est allé vers la jeune femme et il a commencé à trouver la parole. Il lui a fait un poème, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, et au septième poème, elle a ouvert les yeux. Quand ses deux compagnons se sont réveillés le matin, ils étaient tous les deux à côté du feu, main dans la main, et le poète chuchotait des mots doux à la jeune femme qui était assise. Le premier, le sculpteur, a dit « Hé, dis donc, c'est moi qui t'ai sculpté. Tu as pris mon cœur dès que je t'ai vu. S'il te plaît, c'est avec moi que tu dois partir. » Le deuxième a dit « Oui, mais c'est moi qui t'ai habillé. Et mon cœur s'est envolé aussi quand je t'ai vu. » Le troisième, le poète, il n'a rien dit du tout. Il a serré sa main un peu plus fort. La jeune femme s'est levée. Elle leur a dit « Je vous remercie, effectivement, vous m'avez donné la vie. Mais puisque vous m'avez donné la vie, eh bien, maintenant, laissez-moi la vivre. » Alors, elle a tourné les talons et elle est partie. Ce peintre, il vit un petit peu loin en ermite dans une caverne. Mais le peintre fait le voyage. Il vient jusqu'au palais de l'empereur et l'empereur lui fait part de sa demande d'un magnifique paravent. Le peintre réfléchit, pensif, puis il lève la tête, il a une idée. Cher empereur, seigneur du pays du matin calme, pour toi, je peindrai un dragon jaune, symbole de force, et un dragon bleu, symbole de ton pouvoir. Je te ferai ça sur ton paravent qui traversera les âges. Mais j'ai besoin d'un paravent fait d'une soie fine, d'une soie d'une qualité inégalée. Le temps que tu fasses cet ouvrage, je retournerai chez moi, dans ma caverne, et je travaillerai sur ces deux dragons. Le peintre est parti. L'empereur, tout en joie, a immédiatement demandé à ses conseillers de travailler sur la chose. Il fallait travailler sur la soie, il fallait travailler sur le cadre. Immédiatement, on s'est mis à faire des recherches. On ne pouvait pas
prendre les vers à soie habituels. Non, il fallait les sélectionner, avoir des vers à soie qui pouvaient produire un fil extrêmement fin. Ça a pris du temps pour sélectionner ces vers à soie. Il a fallu trouver la bonne nourriture. Il a fallu expérimenter. Mais au bout d'un moment, on a fini par avoir une soie fine, délicate, comme jamais on en avait vu auparavant. Oui, mais pour travailler une soie aussi délicate, mais il a fallu faire des progrès technologiques. Aucun métier à tisser ne permettait de travailler une soie aussi fine. Non, il a fallu encore une fois faire des recherches. Ça a pris du temps. Et une fois qu'on a eu le métier à tisser le plus adapté à ce travail, on a demandé aux meilleurs artisans de travailler cette soie. Mais là encore, même eux, ils avaient des mains trop épaisses, pas comme il fallait. En est venue l'idée de faire travailler les enfants. Effectivement, les enfants avaient des doigts fins, des mains toutes fines, permettant de travailler la soie sans l'abîmer. Le travail s'est fait ainsi. Mais n'oublions pas, pour un paravent, il faut aussi un cadre. Car on a fait des appels d'offres. Quels matériaux allaient bien pouvoir convenir? Il fallait quelque chose de durable dans le temps, de noble, représentant le pouvoir de l'empereur, le seigneur du pays du matin calme. On a pensé à du chèvre, à importer depuis l'Europe. On a pensé peut-être à de l'ébène, de plus loin que l'Europe. On mettrait du temps à venir. On a pensé peut-être un cadre avec une mosaïque de coquillages, ça pourrait faire joli, mais pas très durable dans le temps. Finalement, on s'est arrêté sur de l'ivoire, qui trancherait très bien avec la soie, la soie qui serait d'une couleur noire. Le noir, bien évidemment, rendrait hommage aux deux beaux dragons, l'un jaune, l'un bleu. Une fois ce travail fini, le paravent assemblé, la soie installée, l'empereur n'en pouvait plus d'attendre. Il a immédiatement fait demander à ce que le peintre vienne. Il a envoyé un messager, mais le messager est revenu bredouille. Le peintre n'est pas prêt. Évidemment, les artistes, ils ont besoin de temps pour travailler. Alors l'empereur a attendu. Oui, mais ce magnifique paravent tout vide, là, ça fait bizarre. L'empereur a renvoyé un autre messager. Une nouvelle fois, le peintre a répondu que non, il n'est pas prêt. L'empereur a accepté, les artistes, ils ont besoin de temps. Mais ce paravent vide comme ça, alors qu'il est magnifique, il a renvoyé un troisième messager. Il a bien dit au messager, si tu ne rentres pas avec le peintre, je te fais décapiter. Heureusement, le peintre a dit, c'est bon, je suis prêt. Le peintre et le messager ont fait tout le trajet jusqu'au palais de l'empereur. Et arrivé au palais, le peintre a demandé un pot de peinture jaune et un pot de peinture bleue, avec un pinceau pour chacun. On les lui a apportés. Le peintre a regardé la toile tendue, satisfait de cette soie si fine et de ce cadre en ivoire magnifique. Il a ouvert le pot de peinture jaune, pris son pinceau, l'a plongé dedans, il a reposé le pinceau couvert de peinture jaune, il a ouvert le pot de peinture bleue, pris le second pinceau, l'a trempé dedans, il a reposé le pinceau et il a dit, satisfait de lui, « J'ai fini !» L'empereur
L'empereur a été surpris de la vitesse d'exécution du peintre, mais tout heureux, il s'est approché. Et là, sur le paravent, avec son magnifique cadre en ivoire, sa soie noire toute fine, il a juste vu un trait jaune et un trait bleu. L'empereur a regardé le peintre, il a dit, mais c'est une plaisanterie? L'empereur a été choqué, le peintre a été choqué. Mais bien sûr que non. Regardez, c'est bien exactement ce que vous m'avez demandé. Je t'ai demandé un dragon jaune et un dragon bleu, et je me retrouve avec un trait jaune et un trait bleu sur un paravent qui a mis des mois et des mois de travail à se faire. L'empereur n'a pas cherché plus loin. Il a mis le peintre au cachot immédiatement. L'empereur, dans une fureur terrible, il a été de mauvais poil toute la journée. Sa colère ne diminuait pas, elle ne faisait même qu'empirer. Et le soir venu, quand il a chassé ses conseillers, il s'est retrouvé seul dans la salle du trône, à contempler ce paravent avec son cadre d'ivoire, sa soie noire magnifique, qu'il a fallu des mois avant de réussir à avoir du fil de qualité. Il y a juste un trait jaune et un trait bleu. Mais dans sa colère, dans son épuisement, l'empereur a commencé à lentement s'assoupir. Est-ce qu'il rêve? D'un coup, il voit le trait jaune et le trait bleu qui commencent à lentement onduler, à s'animer, petit à petit, à sortir du cadre. Très vite apparaissent des écailles, des griffes, des crocs, se dessinent les formes de deux dragons, l'un jaune, l'un bleu, qui se mettent à danser, à virevolter dans la salle, à cracher des flammes. L'empereur se réveille d'un coup. Il est livide. Il regarde ce paravent, le trait jaune, le trait bleu. A-t-il vraiment compris? Il préfère s'en assurer. Alors immédiatement, il demande à son armée de céder les chevaux et d'aller jusqu'à la caverne du peintre. Ils font le voyage qui prend plusieurs jours, dans des conditions déplorables, avec des tempêtes, et des éboulements et tout ce qui fait qu'un voyage est terrible. Et arrivé devant la caverne du peintre, l'empereur voit dès l'entrée un dragon jaune et un dragon bleu, magnifique, détaillé, les griffes, la crinière, les écailles, les crocs toutillés. En dessous des deux dragons se trouve une date, la date du jour, enfin pratiquement du jour où l'empereur a fait sa commande. Il s'avance un peu plus profondément dans la caverne, et encore une fois, un dragon jaune, un dragon bleu, mais moins détaillé. Plus il s'avance, plus le temps passe, plus s'enchaînent dragon jaune, dragon bleu, jusqu'à arriver au fin fond de la caverne, avec juste un trait jaune, un trait bleu, résumé de l'essence de toute la puissance de ces dragons. L'empereur enfin comprend. Il ordonne immédiatement à rentrer au palais. Et là, il fait libérer le peintre. Il le récompense généreusement et gracieusement. Et on dit que depuis ce jour, dans ce palais, depuis des centaines et des centaines d'années, se trouve un paravent. Un paravent avec un cadre d'ivoire magnifique. Un paravent avec une soie fine, comme jamais on aurait pu en faire à l'époque. Un paravent avec un trait jaune et un trait bleu. Symbole du pouvoir et du règne de cet empereur qui domina autrefois le pays du Mont-Calme.
Elle a partagé sa soupe. Elle l'a laissé se reposer un moment. Et puis, quand l'homme a été reposé, avant de partir, il l'a remercié et il lui a dit qui il était. C'était pas un vieillard ordinaire. C'était une sorte d'ange qui était passé dans le village et qui était venu voir si dans ce pays les gens étaient généreux. Il lui a dit, chez toi, misère, toi qui es la plus pauvre du village, c'est là que j'ai été le mieux reçu. Partout, on m'a fermé la porte au nez. Et toi, tu m'as laissé entrer dans ta maison, tu as partagé ta soupe, tu m'as laissé me reposer, je voudrais te remercier. Demande-moi ce que tu veux, et je l'exaucerai. Misère, elle ne savait pas quoi dire. Elle a dit, je vois pas. Je me suis habitué à ma vie, hein. Mais tout ce qu'il faut. L'homme était étonné, elle a dit, tu ne veux pas de l'argent, une plus belle maison? Non. J'aime bien ma vie comme ça. Ah si, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dit, voilà, moi, mon grand plaisir, c'est les pommes de mon pommier. Et de temps en temps, quand elles sont mûres, il y a des gamins qui viennent, qui montent dans l'arbre, qui chipent les pommes. Ce que j'aimerais bien, c'est que, quand il y a des gamins qui montent dans l'arbre, ils puissent pas descendre sans mon autorisation. Que l'arbre soit un peu ensorcelé, en quelque sorte. Ah, l'homme, il a dit, d'accord, ton vœu est exaucé. Il est reparti. Et effectivement, ça n'a pas traîné. Quelque temps après, Misère était chez elle, elle a entendu dans son jardin des cris. Et quand elle est sortie, elle a vu dans son arbre 3 gamins. Ils étaient montés chipper les pommes. Et ils ne pouvaient plus descendre, ils étaient coincés. Elle les a laissés se dessécher quelques heures, hein, pour que ça leur donne une bonne leçon. Et puis, une fois qu'elle a pensé que la leçon avait assez duré, elle a dit, vous pouvez descendre. Et ça n'a pas traîné. Ah, les gamins, ils sont redescendus du pommier, hein. Ils ont couru au village et puis ils sont allés dire à tous les autres qu'il ne fallait plus jamais remonter dans le pommier de Misère, qu'il était ensorcelé. Ça a bien fonctionné. Plus jamais aucun gamin n'est monté dans son arbre. Elle a été bien tranquille. Et puis le temps a passé. Et voilà qu'un soir, qu'elle était de nouveau chez elle, en train de faire sa soupe, de nouveau, elle a entendu frapper à la porte. Elle a ouvert et là, celui qui était devant elle, elle ne l'avait jamais vu, mais elle l'a reconnu tout de suite. Il portait une grande cape noire, il avait un teint cadavérique, il avait une grande faux alors que c'était même pas la saison de faucher les blés. C'était la mort qui venait la chercher. Elle a dit, déjà? Elle a dit, lui, il a répondu, oui, déjà. Et d'ailleurs, il faut te dépêcher parce que moi, j'ai beaucoup de boulot. Ça rigole pas, ça rigolait pas. Misère a tourné les talons et puis s'est dit, je vais quand même prendre une petite laine, hein, parce qu'il doit faire froid sur le chemin de la mort. Et puis j'emporterai bien quelques pommes, parce qu'il doit faire faim sur le chemin de la mort. Ça irait peut-être plus vite si tu allais les cueillir toi-même, elle a dit. Oui, la mort a pensé qu'effectivement, ça irait plus vite. Et la mort est montée dans le... Quand Misère est ressortie, avec sa petite laine sur le dos, elle a regardé dans son arbre, la mort y était, la mort était coincée. Elle ne pouvait plus redescendre. Et Misère a dit, tu vas y rester là. Et ça va rendre un bon service à l'humanité. Et effectivement, à partir de ce jour, on s'est rendu compte dans le pays, et puis même ailleurs, que plus personne ne mourait. Et on s'est mis à atteindre des records de longévité. C'était bien. Enfin, au début, c'était bien. Mais très vite, ça a posé beaucoup de problèmes. Hein. Ah oui, les maisons de retraite étaient surpeuplées, c'était déjà grave, mais sinon, il y avait des gens qui souffraient, qui avaient besoin de partir, qui ne partaient pas. Il y avait des pays en guerre, les gens étaient blessés, les gens souffraient, ne pouvaient pas partir. Très vite, Misère s'est rendu compte qu'elle
elle n'avait pas rendu un si grand service que ça à l'humanité. Alors, elle a décidé de faire descendre la mort, mais elle lui a dit, je vais te faire descendre à une condition, c'est que tu me laisses choisir moi-même le jour où je partirai. La mort n'avait pas trop le choix. Hein. Elle a accepté le marché et Misère lui a dit, tu peux descendre. La mort n'a pas traîné. Hein. Et d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de boulot à rattraper, elle s'est rattrapée depuis. Et bien Misère, on dit que depuis ce temps, la misère, elle est toujours de ce monde. Mais on dit aussi que dans le jardin de la misère, il y a toujours un bel arbre. Un bel arbre qui donne de belles fleurs au printemps et de beaux fruits en automne. Cet arbre, on lui a donné un nom. On l'appelle l'espérance. Sur l'île de Chypre vivait un jeune sculpteur nommé Pygmalion. Il ne vivait que pour son art. Rien n'était plus beau à ses yeux que des statues de marbre pur, sans tache, préservées des injures du temps. S'il avait une grande admiration pour la beauté féminine, aucune femme n'avait trouvé grâce à ses yeux. Il le trouvait trop imparfaite, trop légère, et restait célibataire. On disait que peut-être de vivre au milieu de ces pierres lui avait rendu le cœur plus dur que la pierre. Et s'il avait dû mettre une femme sur un piédestal, ça ne pouvait être qu'une sculpture. L'idée fit son chemin. Il fit venir un magnifique bloc de marbre blanc et commença à sculpter la femme dont il rêvait. Il y travailla jour et nuit. Et quand l'œuvre fut achevée, il la trouva parfaite. Il ne put se résoudre à s'en séparer. Alors il l'installa au cœur de la maison. Il passait son temps à venir la regarder, la contempler, l'admirer. Il ne pensait plus qu'à elle. Il s'aperçut qu'elle était devenue autre chose qu'une sculpture pour lui, comme une compagne. Il aurait tant voulu qu'elle soit vivante. Cette lubie l'obsédait. Il lui donna un nom, Galatée, en grec, la blancheur du lait. Il l'habilla comme une princesse, la couvrant de colliers, de bracelets. Mais Galatée restait de marbre. Il lui fit des cadeaux, des fleurs, des coquillages, des perles, des bijoux, comme on offre à une femme pour la rendre amoureuse. Mais Galatée restait de marbre. Il lui susurra des mots doux, se prosterna à ses genoux, lui déclarant son amour, la couvrit de doux baisers. Mais Galatée restait de marbre. Alors, comme chaque année sur l'île de Chypre, on célébrait la déesse Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour, il décida de se joindre à la foule des fidèles qui venaient lui faire des sacrifices, des offrandes, essayer d'obtenir ses faveurs. Et il lui adressa sa prière, demandant à Aphrodite de lui donner un amour aussi parfait que sa Galatée. Aphrodite était passablement irritée par ce jeune sculpteur, un tant soit peu misogyne qui n'aimait que les pierres. Et elle ne répondit pas à sa demande. Il revint l'année suivante sans succès. Mais il était toujours obsédé par cette idée. Il en perdait le sommeil, il en perdait l'appétit. Et quand il revint pour la 3e fois au pied d'Aphrodite, elle ne le reconnut pas, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Amaigri, le teint blafard, les yeux rouges. Elle eut pitié. Elle décida
d'accéder à cette bande de fer, mais mieux, elle décida de donner vie à sa Galatée. Mais sans lui dire, parce qu'elle avait sa fierté. Si bien que Pygmalion, rentrant chez lui, encore désespéré et frustré, a trouvé sa Galatée, et en la regardant, le surpris, elle lui rendit son regard. Il s'approcha et au lieu de sentir la froideur du marbre, il sentit comme un léger souffle tiède. Il lui prit la main, elle la serra. Il tenta un baiser, elle s'y abandonna. Elle ouvrit les yeux, sourit. Pygmalion était le plus heureux des hommes, elle était vivante. Et comme elle avait été créée par Pygmalion et pour Pygmalion, elle ne pouvait ressentir pour lui qu'un amour indéfectible. Aphrodite célébra leur union, un enfant naquit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car si Pygmalion avait créé la sculpture parfaite, il attendait maintenant de Galatée qu'elle soit la femme parfaite. Il attendait d'elle qu'elle soit une épouse docile et dévouée, une maîtresse de maison, accueillante et toujours souriante. Il voulait une cuisinière hors pair, une ménagère irréprochable, une mère de famille attentive et une amante fougueuse. Et Galatée, qui ne connaissait rien à la vie, faisait tout son possible pour le satisfaire, pour ne pas le décevoir, pour ne pas le mettre en colère. Elle y mettait toute son énergie, s'y épuisait aussi. Tandis que Pygmalion, devenu célèbre, quittait souvent le foyer, parcourant le monde, présentant ses sculptures, cherchant de beaux cailloux. Un jour, alors qu'il revenait d'un voyage beaucoup plus long que les autres, venant saluer son épouse, il s'arrêta net. Sa mine s'assombrit. Il avait l'air très contrarié. Galatée tremblait, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour le mettre dans cet état. Il s'approcha d'elle. Il saisit le visage. Passa le doigt sur les premières rides qui se creusaient sur son front, dans le sillon de ses joues, la main dans la peau de son cou qui commençait à flétrir. Il semblait terriblement mécontent. Galatée comprit que jamais elle ne pourrait rendre heureux cet homme et satisfaire son désir de perfection. Galatée comprit que ça n'était pas de l'amour. Et quand elle le vit partir dans son atelier, quand elle l'entendit chercher ses bistouris et ses scalpels, elle comprit que le pire pouvait arriver et qu'il avait perdu la tête. Alors elle se sauva en courant. Elle erra toute la nuit et au petit matin, elle rencontra un groupe de femmes. Peut-être en avez-vous entendu parler sur l'île de Chypre, les Propétides. Elles avaient mauvaise réputation. Sorcières, petites vertus, et même dévoreuses d'amants. Enfin, sans doute seulement peut-être des femmes libres. Et ces femmes l'accueillirent, la consolèrent et lui montrèrent, surtout, qu'il existait d'autres chemins de vie, de liberté, que celui des fantasmes de Pygmalion.